Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver à la présentation de votre journal. Voici les titres de l'actualité. La diplomatie est un domaine dans lequel la principauté excelle. Nous en parlerons largement avec d'abord l'organisation monégasque Peace and Sport qui organisait ce jeudi un dialogue international en partenariat avec l'UNESCO autour de la transmission de la paix par le sport. Tout cela en présence de grandes stars du sport mondial. Alors qu'en principauté se tenait ces derniers jours la conférence diplomatique annuelle, nous l'évoquerons avec notre première invitée, la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Et nous reviendrons également sur le contrat historique passé entre la NASA et Venturi Astrolab pour l'utilisation du rover Flex, développé en partie en principauté. Le directeur technique de Venturi, Franck Baldé, sera avec nous. Et puis la Roca Team a obtenu hier soir sa troisième qualification en play-off d'Euroleague en 3 participations. Une performance historique chèrement acquise face aux Žalgiris Kaunas. Le résumé de la rencontre est à suivre dans notre édition. Mais avant de développer ces titres, prenons tout de suite la direction de New York où la terre a tremblé aux alentours de 10h20 heure locale. Retrouvons sur place notre correspondante Alexandra Pani. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, une matinée perturbée pour les New-Yorkais, plus de peur que de mal. Mais un tremblement de terre de magnitude 4,7 a tout de même été ressenti ce vendredi matin aux alentours de 10h20. L'épicentre du tremblement de terre est selon les experts situé à White House Station dans le New Jersey, à 40 miles de New York City. Pour l'heure, aucun dégât n'a été observé selon la gouverneure de New York, Kathy Hochul. Il n'y a pas de risque non plus de tsunami à l'heure où j'enregistre. Merci Alexandra pour votre rapport rassurant depuis New York. Avant de revenir à Monaco, arrêtons-nous à Paris avec une très belle image capturée ce jeudi à l'UNESCO. Les champions de la paix Didier Drogba, Siya Kolisi et Mazoma Alizada se sont réunis pour brandir la White Card. Un geste fort et symbolique lancé par l'organisation monégasque Peace and Sport dans le but de célébrer la journée internationale de la paix par le sport qui a lieu le 6 avril. Nos équipes ont suivi cet événement à Paris. Reportage. C'est une image qui fera assurément le tour du monde. Ce jeudi, au siège de l'UNESCO, l'organisation Peace and Sport a lancé sa campagne White Card à l'occasion de son événement Athlètes en jeu pour la paix. Était présent notamment le vice-président de l'association Didier Drogba, la capitaine de l'équipe olympique des réfugiés Mazoma Alizada et le rugbyman Siya Kolisi, champion de la paix. It's not only some areas that go through these difficult times, it's all around the world. And I think it's important with people who have a global platform to make sure that we can bring the awareness a bit more and the work is shared amongst different organizations. Collaboration is important because you cannot do anything alone. You need other people to work with you. Organizations the same as well. They need other organizations to work with them and help to make sure that we're all fighting towards a common cause. La campagne White Card est un événement digital lancé le 6 avril de chaque année, date de la Journée internationale du sport au service du développement de la paix. Une initiative qui n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières années. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de personnes qui sont touchées à travers le monde. Un geste simple qui signifie beaucoup, brandir son carton blanc, c'est brandir l'étendard de la paix. Ça a été le point de départ de Peace and Sport dans son développement et cette White Card grandit et prend de l'ampleur et je trouve que c'est très important dans le contexte géopolitique actuel. On a vraiment besoin de sensibiliser et d'encourager et de poser des actes forts et l'acte du White Card, de la White Card le 6 avril est un geste fort. Le choix de l'UNESCO pour lancer cette campagne était tout sauf une coïncidence. Ce forum Athlètes en jeu pour la paix est le point d'orgue d'un partenariat entre les deux entités qui dure depuis maintenant 13 ans. We are super well aligned. And you know, UNESCO is an institution that because we have such a big brand, we don't cooperate with everybody. We cannot. We need to cooperate with those institutions that really will help us leverage and advance the agenda faster. And I feel that this is exactly what we're doing with Peace and Sports.
De nombreux échanges et témoignages ont rythmé cet après-midi entre diplomatie, géopolitique et parcours personnel inspirant. La notoriété et la pertinence de chaque intervenant ont permis de pousser haut et fort le message de la paix par le sport. En parallèle de cet événement à l'UNESCO, se clôturait hier la conférence diplomatique annuelle organisée par le département des relations extérieures et de la coopération. Un rendez-vous très attendu par l'ensemble du corps diplomatique. Nous en parlons ce soir avec la conseillère du gouvernement Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir. Bonsoir. Monaco était représenté à l'UNESCO ce jeudi par l'intermédiaire de l'organisation Peace and Sport. Si on parle diplomatie, ensemble, on doit parler de ce 75e anniversaire de l'adhésion de la principauté à l'UNESCO qui sera célébré cette année. Un partenariat fort auquel vous tenez particulièrement. Oui, effectivement, parce que les thématiques de l'UNESCO, ce sont des thématiques qui sont chères à la principauté et au prince souverain. Une année importante donc pour nous, auprès de l'UNESCO. Nous fêtons nos 75 ans de notre adhésion à cette organisation. Nous avons accueilli hier, dans le cadre de la conférence diplomatique, son Excellence Madame Boisbouvier, qui nous a présenté les différents événements qui mettront à l'honneur la principauté tout au long de l'année à Paris. Et je me rendrai d'ailleurs la semaine prochaine à un de ces événements à Paris, à l'UNESCO, où les élèves du lycée hôtelier de la principauté offriront aux autorités de l'organisation et également aux ambassadeurs un dîner qui mettra à l'honneur donc la gastronomie monégasque. Et pour revenir en détail sur cette conférence diplomatique, peut-être était-il question de l'UNESCO, on vient de le voir, mais quels étaient les principaux sujets de discussion en ce début d'année 2024 ? Donc, une fois par an, nous réunissons tous les ambassadeurs accrédités à l'étranger ici à Monaco, qui nous permet d'échanger, de réfléchir ensemble et de présenter aussi quelles sont les priorités de la principauté, les grands enjeux pour l'année à venir. Alors aujourd'hui, et en ce qui nous concerne, nous avons eu une réunion diplomatique qui a abordé des thématiques qui concernent notamment la sécurité, où le conseiller de gouvernement ministre pour l'Intérieur est intervenu avec le contrôleur général Richard Marangoni pour mettre en avant la sécurité à Monaco, qui est aussi un vecteur d'attractivité. Et puis également le conseiller de gouvernement ministre pour les Finances, qui a fait un exposé sur Monéval, puisque, vous le savez, la principauté et les autorités de l'État et de la société civile n'ont pas ménagé leurs efforts pour essayer de se conformer aux recommandations de Monéval. Et puis nous avons aussi eu une conférence diplomatique qui a présenté différentes entités qui œuvrent ici à Monaco pour l'attractivité de la principauté. Donc nous avons eu des présentations sur Monaco Freeport, sur Monaco Brands, également un enjeu important, l'intelligence artificielle, qui a été présenté par Frédéric Ginta, le MEB, en la personne de Guillaume Rose, également les activités du MPL avec Chloé Leclerc, et puis pour finir, je crois ce qui était important, un échange entre les ambassadeurs eux-mêmes. Tout d'abord, pour faire un bilan des 30 ans de Monaco à l'ONU qui ont été célébrés l'année dernière, également donc les 75 ans de Monaco à l'UNESCO, et il ne faut pas oublier les 20 ans de la principauté auprès du Conseil de l'Europe. Énormément de sujets, donc quel est le principal motif de satisfaction qui a émergé de cette conférence? Y a-t-il eu également des inquiétudes qui ont émergé? Les inquiétudes, alors je commencerai par les inquiétudes, évidemment c'est la situation géopolitique, puisqu'on ressent bien notamment par les présentations et les interventions des ambassadeurs qui sont plus particulièrement accrédités auprès des organisations internationales et notamment l'ONU. On sent bien cette crispation qui émerge due aux conflits malheureusement qui ont lieu actuellement. Et puis des motifs de satisfaction, je crois que c'était une conférence diplomatique très dense, comme vous avez pu le voir,
qui a suscité de nombreuses réactions de la part des ambassadeurs. C'était une réunion très interactive et je crois que nous avons des ambassadeurs qui sont très engagés dans la promotion de l'image de la principauté à l'étranger, puisqu'en fait ce sont eux les porte-parole de la politique extérieure qui est voulue par Son Altesse Sérénissime le Prince et qui sont là aussi pour partager à l'étranger les valeurs que nous défendons ici à Monaco. Vous prenez plaisir à vous réunir chaque année. Est-ce que ce n'est pas là l'objectif de la diplomatie finalement, de savoir réunir tout le monde autour d'une table ? Exactement, vous avez mis le doigt sur le but de la diplomatie. La diplomatie, c'est surtout le dialogue. Donc, on est toujours ravis de se retrouver tous ensemble. C'est une occasion unique et effectivement, le dialogue est source de paix. Alors, nous nous entendons bien au sein des diplomates monégasques, mais nous cultivons aussi voilà, cet intérêt de pouvoir nous retrouver et de pouvoir échanger entre nous. Merci beaucoup, Madame le Ministre, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je vous remercie. Bonne soirée. Après 2 jours de conférence, le corps diplomatique a pu profiter de l'inauguration du nouvel établissement de la Société des Bains de Mer ce jeudi soir. Sur la place du Casino, le très attendu Amazonico a ouvert ses portes en présence du prince souverain. Écoutez, le directeur général de la Monte Carlo SBM et celui qui est à l'origine de la marque Amazonico. Ils sont au micro de Christine Datomel sur des images de Lionel Bernardi. C'est un grand moment pour Monte Carlo SBM, bien sûr, l'ouverture de cet Amazonico Monte Carlo. C'est une marque qui marche très très fort déjà ailleurs dans le monde, à Dubaï où j'ai pu me rendre pour la découvrir, à Madrid, à Londres. Et je crois que c'est voilà, le restaurant festif qui va apporter une grande attractivité à notre société, mais aussi au-delà à Monte Carlo. Nous sommes extrêmement fiers évidemment de nous installer en principauté. Pour nous c'est un peu un rêve devenu réalité. Nous avons créé Amazonico à Madrid en 2016, ouvert à Londres, au Dubaï, et Monaco s'inscrit comme, j'ai envie de dire, un joyau dans notre petite collection de ce bébé de la famille. Et nous sommes vraiment fiers et heureux. Un décor qui nous replonge dans la forêt amazonienne, très luxuriante, avec une cuisine bien sûr inspirée du Brésil, avec beaucoup notamment de belles flammes et des poissons et des viandes grillées, avec des sushis péruviens. Il y a aussi bien sûr de l'Amérique latine. Et puis la SBM a souhaité introduire quelques plats plus méditerranéens également. Le grand succès d'Amazonico, c'est aussi l'art de la fête. Un concept sud-américain dans lequel on voyage au travers de l'Amazone. Au gré d'influences brésiliennes, argentines, un peu péruviennes, mais surtout brésiliennes et argentines, et aussi des influences Shifa et Nikkei, donc chinoises et japonaises, qui nous font voyager, encore une fois, le long de l'Amazone. Hier se jouait la 5e édition de la Super Yacht Chef Competition, un concours culinaire organisé par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec Blue Water. Son but, mettre à l'honneur l'art de la gastronomie en mer et montrer une autre facette des métiers du yachting. Anaël Marquez et Alexandra Marangoni étaient sur place. Ils étaient 9 à s'affronter au milieu des poêles, des herbes aromatiques et des planches à découper pour la Super Yacht Chef Competition. Mais après une journée d'épreuves sous pression, c'est le chef cuisinier Paolo Uccialonghin qui a remporté la première place. I'm feeling so good right now and it's a different feeling. I never had this before because it's like people watching you, cameras. Of course, we cook with ingredients. You have time in the boat and to make your job, but with cameras and people watching you, it was a little bit pressure. En effet, nombreux étaient les spectateurs, parmi eux les armateurs des super yachts, leurs équipages, les proches des compétiteurs ou encore de grands noms de la gastronomie comme les chefs Danny Davies et Marc Otognon, vainqueurs de l'édition précédente, sans oublier Glenn Viel, chef triplement étoilé du guide Michelin, à la présidence du jury. C'est un réel plaisir d'être ici à Monaco, regardez la journée qu'on a, on est pas mal lotis, on déguste des belles assiettes avec des candidats investis et passionnés et passionnants. Peut-être que certaines assiettes vont plus m'émouvoir que mes collègues, il n'y a pas de vérité dans ce qu'on fait, donc je juge en mon âme et conscience et avec mes émotions. L'épreuve c'est un panier garni, je dirais anonyme, qu'ils découvrent au dernier moment. Ils ont un laps de temps de 40 minutes pour réaliser une recette à travers quelques éléments imposés et puis un économa libre, je dirais.
Savoir s'adapter et improviser en fonction des ingrédients, voilà donc les maîtres mots de cette compétition. Mais les chefs cuisiniers y sont finalement déjà habitués. Donc ça ne change pas tout à fait de mes habitudes parce qu'on doit toujours être prêt à s'adapter aux demandes de l'armateur et des guests. Donc des fois au dernier moment on va nous dire j'ai 10 personnes qui arrivent en plus, faites-moi tel menu, il y a telle et telle allergie. Donc voilà, c'est beaucoup d'adaptabilité. Autre contrainte imposée, les chefs cuisiniers doivent utiliser l'entièreté du panier pour éviter tout gaspillage alimentaire, sous peine de pénalité. Se veut très important de nos jours, tout le monde le sait, et d'autant plus dans le domaine de la gastronomie. Nous tenons vraiment à ce que ce critère fasse partie des votes et des grilles de notation pour les chefs pendant le concours. Pour participer, les chefs des Superyachts pouvaient candidater librement. Leur CV était ensuite sélectionné en fonction de leur cursus dans des maisons étoilées et de leur fidélité avec leur armateur. C'est un contrat historique que vient de paraffer Venturi Astrolab avec la NASA. La société américaine, partenaire stratégique du groupe monégasque Venturi, a intégré le programme Artemis de la NASA grâce au développement de leur rover Flex. Un contrat pluriannuel de plusieurs milliards de dollars qui vient concrétiser l'alliance d'une ambition de toujours avec une grande expertise. Écoutez le PDG de Venturi, Gildo Pastor, au micro d'Alexandra Pani. On est fiers de ça, on est fiers d'être la petite botte de Monaco. On est tellement omnibulé par ce que ça va donner de rouler sur la Lune que ce n'est qu'une étape. Ouais, c'était plus un sentiment de remerciement envers tous les gens, tous les ingénieurs, tout ça, qui ont travaillé pour moi. Ça, c'était super chouette. On est fiers d'être arrivé à ce niveau-là et on est parfaitement en piste pour aller sur la Lune. Et ce contrat est une consécration pour tous les étages du groupe Venturi, une formidable promotion de l'industrie monégasque. En principauté seront développées les batteries et les roues du rover. Alors rentrons dans le vif du sujet tout de suite avec le directeur technique de Venturi, Franck Baldé. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre le témoignage plein de fierté de Gildo Pastor, votre PDG. J'imagine que vous partagez ce sentiment, évidemment. Ah oui, tout à fait, c'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle. C'est un accomplissement pour le groupe Venturi, mais qu'est-ce que cela représente pour le développement de l'entreprise ? C'est énorme quand même ce qui s'est passé. Ça montre que les équipes autour du consortium Venturi Astrolab ont proposé des choix technologiques qui ont retenu l'attention de la NASA. Oui, parce que c'est un véritable travail d'équipe. Exactement, nous sommes plusieurs sociétés aux États-Unis, à Monaco et en Suisse. Parlez-nous plus précisément de ce contrat. De quoi s'agit-il concrètement et quelles sont les retombées pour la principauté ? Il s'agit d'un contrat qui fait partie du programme d'Artemis. Dans ce programme Artemis, il faut envoyer un rover sur la Lune pour aider les astronautes à faire de l'exploration, mais également pour faire de la recherche scientifique de façon autonome, donc sans astronaute. Que se passe-t-il ici en principauté par rapport au développement du rover ? Ici à Monaco, nous mettons toute notre expertise de plus de 20 ans dans la mobilité électrique à travers nos différents records ou nos missions en Antarctique. Nous sommes focusés sur le développement de la batterie et donc créer une batterie qui soit compatible avec l'environnement lunaire et toutes ses contraintes. Quelles ont été les étapes avant de signer ce contrat ? On sait que le prototype Flex a été présenté en 2022. Que s'est-il passé entre-temps ? Donc la chance de notre équipe, c'est que Gildo Pastor nous a fait commencer très tôt sur ce projet, ce qui montre aussi pourquoi la NASA s'est intéressée à nous. Nous sommes la plus petite équipe, on va dire, par rapport aux mastodontes qui se sont présentés. Néanmoins, nous sommes parmi les 3 premiers sélectionnés pour cette mission lunaire. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces années. Nous avons fait beaucoup de roulage
dans le désert aux États-Unis, à Dumont Dunes. Nous avons continué à développer la partie robotique avec ce bras robotisé qui nous permet de déposer sur la Lune des petits modules 12U de 25 kg pour faire des expériences. Et également un gros pas en avant au niveau de la roue, cette roue lunaire qui reste un objet extraordinaire, unique au monde, qui est actuellement en test à la NASA. Ces tests sont censés représenter les contraintes de la Lune, c'est-à-dire des températures très très basses. Oui, justement, comment faire pour tester votre matériel sur Terre? Parce que même dans un désert, par exemple, il est impossible de retrouver des caractéristiques de l'environnement lunaire. Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'on crée les mêmes environnements de la Lune sur Terre. Donc on passe par des bancs de test, des chambres à vide. Forcément, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. La gravité est aussi 1/6 par rapport à la Terre. Donc tout est le poids des objets, la masse est la même, mais le poids des objets est plus léger. Donc il faut revérifier la structure des éléments. Et enfin, il y a ce sol lunaire qui a des variations de température dans les endroits qui ne sont jamais ensoleillés, qui descendent à moins 250 degrés. Et dans les jours lunaires, qui peuvent monter à plus de 170 degrés, donc les composants, la roue qui touche le sol sera mis à rude épreuve. Et donc dans ces centres de test, dans ces chambres, on peut aussi simuler le sol lunaire. Donc il y a un composite, un simulant lunaire qui nous permet de répliquer ce qui se passera sur la Lune. Finalement, quand vous concevez un engin pareil, votre objectif est de réduire au maximum les incertitudes liées à l'environnement? Oui, il faut qu'on puisse arriver sur la Lune avec la plus grande fiabilité. La mission n'est pas des moindres, il faut survivre 10 ans, c'est ce que nous a demandé la NASA dans ce contrat, donc il faut qu'on teste tout en amont. En 2023, Astrolab, votre partenaire stratégique, avait annoncé un accord avec SpaceX pour faire allunir un rover Flex dès 2026. Maintenant, il y a ce contrat avec la NASA. L'objectif, c'est d'être incontournable dans l'exploration spatiale? Oui, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. On n'a pas attendu la réponse de l'appel d'offres de la NASA pour lancer notre programme. Il est important d'envoyer un rover le plus tôt possible sur la Lune pour pouvoir emmagasiner des informations. Le plus tôt on allunira sur cette Lune, le plus tôt on pourra rouler et mettre en avant notre technologie, que ce soit le déplacement autonome, semi-autonome on va dire, parce qu'il y aura quand même un contrôle depuis la Terre, mais il faudra aussi avoir cette intelligence avec les caméras de pouvoir éviter les obstacles, parce que c'est quand même un rover qui roulera jusqu'à 15 km/h. Donc comme il y a un décalage de communication de 1 seconde entre la Terre et la Lune, et puis 1 seconde le retour entre la Lune et la Terre, il faut quand même que le véhicule ait une intelligence pour pouvoir rouler à 15 km/h tout en évitant les roches. Participer à ce programme Artemis, ce n'est qu'une étape dans votre développement finalement? On va dire que c'est le point culminant, c'est un honneur de travailler pour la NASA, c'est un honneur de faire partie de ce programme Artemis. Il y a beaucoup d'acteurs. Et forcément le programme de SpaceX, c'est un côté plus privé et commercial où ça nous permet d'anticiper, d'envoyer ce rover sur la Lune, mais le summum reste le programme Artemis avec la NASA. Merci beaucoup Franck Baldé d'avoir été avec nous et on vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans vos prochaines aventures lunaires. Merci beaucoup, bonne soirée. Ce jeudi, c'était la journée de la philosophie à Monaco. Une édition qui s'est terminée au théâtre Princesse Grace par un débat autour du thème de la journée, la solidarité. En présence de lycéens de la Principauté, c'est le prince souverain qui a ouvert cette soirée où les intervenants ont pu débattre sur le sens de ce terme, étymologiquement lié à l'argent et utilisé aujourd'hui comme un synonyme de fraternité. De la solidarité et de la fraternité, il en aura fallu aux Monégasques pour décrocher leur qualification en play-off d'Euroleague hier soir. À Gaston-Médecin, la Roca Team a dominé le Žalgiris Kaunas 69-66 et rêve désormais de la 2e place. Frédéric Elion et Camille Caloni signent le résumé de cette rencontre. Pour la 3e année consécutive, la Roca Team jouera les quarts de finale d'Euroleague, une qualification acquise jeudi soir après un succès étriqué face aux Žalgiris Kaunas et malgré un 3/18 à 3 points. Monaco démarre fort, notamment en défense, 4 points encaissés seulement en 7 minutes 40. En attaque, Mike James et Donatas Motiejunas marquent les 13 premiers points de la Roca Team, qui est devant 20-11 à la fin du premier quart-temps.
Dans le sillage de John Brown, toujours aussi exemplaire avec ce gros contre, les Monégasques maintiennent le Zalgiris à distance. Blossom Game inscrit 8 de ses 11 points dans le deuxième quart-temps, plus 10 Monaco à la mi-temps. Poussé par 350 supporters lituaniens, Kaunas revient. Le troisième quart-temps est un modèle en termes d'intensité défensive. Kevarius Hayes est impactant près du cercle. Ulanovas, 7,8 rebonds, ramène les siens à -7. Monaco pense se détacher avec un 8-0 d'entrée de quatrième quart-temps, mais le Zalgiris joue sa qualification en play-in et ne lâche rien. Manek trouve de l'adresse extérieure, Evans, 18 points, marque ses 3 lancers francs, et voilà les Lituaniens à -4 à 17 secondes du buzzer. Monaco tremble, mais s'en sort, 69-66. La Roca Team a toujours son destin en main pour le top 4. I mean, like you said, it's a tough game. You know, they were in here fighting for play-in hopes. Obviously, a talented team, and the team has been very hot since Trincarry got over there. But I'm proud of our guys. You know, we played very well tonight defensively. Played well defensively tonight, and I think everyone's aware that there's been no team that advanced to the Final Four that didn't have home court advantage in Game 5. So being able to, play that game here, if it comes to that, it'd be huge for us, just like last year. Et pour sécuriser cet avantage du terrain, Monaco devra battre le Bayern Munich jeudi prochain à Gaston Médecin. Avant le Bayern Munich jeudi, il faudra affronter Nancy ce week-end à domicile. Les Nancéens avaient été les premiers à faire tomber la Roca Team en championnat de France. La revanche des Monégasques, c'est donc dimanche à 14h30. Pour sa 25e étape de la saison, l'AS Monaco Kids Tour est parti à la rencontre des petits footballeurs de Villefranche-sur-Mer. L'occasion de promouvoir le club monégasque auprès des enfants et de partager un moment privilégié avec l'attaquant américain Folarin Balogun. Regardez le reportage d'Anaël Marquez et Camille Caloni. Pas de répit pour les petits footballeurs villefranchois. À peine l'entraînement terminé qu'ils filent s'amuser à l'AS Monaco Kids Tour. Au programme, rencontre avec Bouba, la mascotte des Rouges et Blancs, quiz sur l'équipe monégasque, partie de jeux vidéo ou encore tir de précision sur cible gonflable avec, à la clé, quelques récompenses pour les meilleurs. Je porte un peu Monaco, du coup ça fait du bien de voir des joueurs de Monaco et de gagner des places. Il y avait un joueur, donc on aime bien voir des joueurs dans la vraie vie, c'est pas que à la télé. Moment fort de l'événement et très attendu des enfants, la séance de dédicace avec un joueur du club. Et cette fois, c'est l'américain Folarin Balogun qui s'est prêté au jeu, une première pour l'attaquant, auteur d'un doublé le week-end dernier, offrant la victoire à l'AS Monaco face à Metz. It's really important for me to, obviously now I'm in Monaco, it's important for me to feel the community, be here with the kids and try to help out in any way I can. And of course it's always nice to see young people happy, and this is what brings me happiness as well. And I mean, it's just a really humbling experience. So I take a lot of pleasure in this, and I mean, this is something that will give me also motivation, and it almost reminds you of why you started as well and where you come from, so it's nice. Et il n'y a pas qu'à lui que ce genre d'événement redonne de la motivation. Pour Jean Fredolini, vice-président du Football Club de Villefranche-sur-Mer, ce moment de rencontre est réellement bénéfique pour les footballeurs en herbe. Ça fait toujours plaisir que le club professionnel se rapproche des jeunes et des clubs amateurs. Ils aiment beaucoup dans leur comportement, quand ils marquent un but, quand ils voient des gestes des professionnels. Et c'est vrai qu'on le retrouve, nous, sur le terrain. Après une escale au bord de mer, l'AS Monaco Kids Tour met le cap dans les hauteurs. Mercredi prochain, sa caravane rouge s'arrêtera à Entrevaux. Direction le Grimaldi Forum, à présent pour un rendez-vous récurrent. Au programme du Thursday Live Session, Glees, un groupe de rock aux allures un peu différentes. Le trio se démarque par un assemblage d'instruments qui sort du lot. Écoutez ce reportage d'Alban Gingembre, Thomas Deus et Alexandra Marangoni. Casse les codes, le trio aux airs pop-rock performe avec des instruments différents, en quête de nouvelles sonorités et d'autres univers. Au lieu de faire le sempiternel power trio avec une basse, une guitare et une batterie, moi j'ai trouvé un banjo sur une brocante et il n'y avait que 4 cordes et je me suis dit on va essayer de voir ce que ça peut donner, quoi. Et puis je me suis dit il faut que je m'accompagne, je ne vais pas jouer tout seul, quoi. Et je me suis dit ce serait dommage de retomber sur une basse standard.
J'avais un pote qui jouait du tuba, donc le gros sousaphone, qui est plutôt un instrument de rude, fanfare. Et on a essayé, ça marchait super bien avec un batteur, et on a dit, ben voilà, on va essayer avec cette formule originale, quoi. Et c'est comme ça que le groupe est né. Aujourd'hui, il fête ses 10 ans et comptabilise 2 albums. On parle de l'amour, on parle du monde, de la vie, et en général, le dernier album, il est plus axé sur un retour à la nature. Ce qu'on a vécu, c'était un album qui est sorti après le confinement, et moi j'habite dans le Jura, dans un coin super paumé, on est 50 habitants. J'ai une ferme avec des moutons, des abeilles, j'ai une vigne, donc je suis vraiment resté dans ce truc. Et je me suis dit que ce serait bien de faire un message de retour à ces énergies hyper simples. C'est un discours plutôt rassurant dans le sens où la nature elle est toujours là, elle a une résilience de malade, et c'est gratos, c'est ouvert à tous, et c'est un espèce de message d'espoir, cet album. Sa première à Monaco, Gliz continue sa tournée avec des dates partout en France. En bref, la mairie de Monaco annonce que le marathon des fresques, initialement prévu samedi 6 avril à Casa di Sochi, est reporté au mercredi 5 juin 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. La kermesse de l'œuvre de Sœur Marie a ouvert ses stands ce matin au chapiteau de Fontvieille. La grande braderie propose des jouets, vêtements, bijoux, librairies et autres arts de la table, mais aussi des stands internationaux, un buffet et un comptoir. Tous les profits sont récoltés en faveur des aînés monégasques et cette braderie est disponible jusqu'à demain 17 h. Autre action caritative cette fois à Carrefour où l'association Semeurs d'Espoir Monaco organise une collecte alimentaire et de produits d'hygiène les 12 et 13 avril prochains. Les besoins sont immenses, précise l'association qui distribuera ensuite les produits collectés aux plus démunis. Passons maintenant à votre chronique Ceux qui font Monaco. Christine Datomel a trouvé pour vous une petite boutique pleine de charme où vous pourrez trouver de quoi faire plaisir à vos proches. Oui, et aujourd'hui je vous propose que l'on se retrouve à Monacoville. Nous avons découvert pour vous une petite pépite. Ici, vous allez le voir, l'élégance s'allie à l'authenticité. Découvrez comment toute cette belle histoire a débuté. En fait, la boutique a été ouverte précisément le 22 mai 2023. Et en fait, mes ancêtres sont arrivés à Monaco pile 150 ans avant et avaient ouvert à l'époque un atelier de serrier-bourrelier à Monte-Carlo, donc un petit commerce. Et donc pile 150 ans plus tard, leur arrière-petite-fille ouvre une petite boutique. Et une chose évidemment qui est quand même très symbolique, c'est évidemment dans le quartier, le cœur de Monaco, qui est le quartier de Monacoville. Alors c'est vrai que rien ne laissait présager au départ que j'allais ouvrir une boutique de décoration, puisque j'ai fait des hautes études commerciales, notamment le CERAMS, qui est ma business school, Louise Louis de Carli à Rome, et ensuite j'ai travaillé de très nombreuses années dans le domaine du private banking. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que ce rêve d'ouvrir une boutique de décoration n'a jamais cessé d'être présent. Moi, je me rappelle enfant, mes grands-parents me racontaient qu'ils venaient à Monacoville pour voir des amis à eux et que c'était vraiment une ville à part entière, un petit village avec des commerçants comme des épiciers, des légumiers, le boucher, le fromager. Et c'est vrai que, comme vous dites, en la mémoire de mes grands-parents qui aimaient tant Monacoville pour, j'allais dire, une petite ville à part entière, notre cible est principalement les personnes en fait de Monaco, donc les locaux. Pour être plus précise, toute la partie bijoux, je suis enchantée en fait de représenter des bijoux qui sont fabriqués de manière artisanale par un monsieur qui utilise en métal le laiton rhodier ou l'argent 925. Au niveau des pierres, le cubique zirconia AAA, donc on est vraiment dans du très qualitatif, très artisanal également. Pour la partie décoration,
On tourne, on va dire, avec une dizaine, douzaine de marques qui sont des grands noms du monde de la décoration. Alors on a une partie bougies, avec notamment des bougies en céramique, peintes à la main avec finition serties de cristaux. On a des bougies ciselées, alors en verre mais ciselées comme du cristal, qui fait référence au bijou comme on avait pu le voir. Le concept de cette boutique, c'est d'allier l'élégance de produits brillants avec des petits strass, etc., des peints à la main qui honorent en fait l'homme dans sa belle partie, quand il sait faire de belles choses. Et parallèlement à ça, l'authenticité du plus ancien quartier de Monaco-Ville, qui est vraiment le cœur de Monaco. Et voilà, j'espère que mes grands-parents, d'où ils sont fiers de leur petite fille. Vous l'aurez compris ici, chacun peut trouver son bonheur. Sachez que Monaco Élégance est situé sur la rue principale à Monaco-Ville, mais vous pouvez également passer du côté de la rue Basse, comme ici. Merci Christinda pour cette belle découverte. Passons à présent à vos prévisions météo de ce samedi en principauté avec Alban Gingembre. Bonsoir Alban. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. On commence le week-end sous le soleil. Il fera beau demain à Monaco, de légers passages nuageux dans la matinée et puis un ciel plutôt dégagé l'après-midi. Un vent léger soufflera sur la principauté mais rien qui ne viendra altérer le beau temps. Les températures varieront de 12 à 18 degrés et en ce samedi 6 avril, nous fêterons les Marcellins. Et comme évoqué en début de journal, ce samedi 6 avril sera marqué par la Journée internationale du sport au service de la paix et vous pouvez vous-même y participer. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de brandir un carton blanc, vous prendre en photo et la poster ensuite sur les réseaux sociaux avec le hashtag WhiteCard. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous laisse avec les instantanés de Stéphane Dana. Notre photographe a immortalisé l'inauguration de l'enseigne Amazonico sur la place du Casino. C'était en présence du Prince Souverain. Passez une excellente soirée, à demain.